Bonjour à vous, chers téléspectateurs de la Première TV. Voici votre café matinal. Nous commençons par la victoire, historique d'ailleurs, des forces armées de la République démocratique du Congo et les Wazalendo. Compatriotes, cette semaine restera gravée dans la mémoire de notre nation. Le vent de la victoire souffle enfin du nord Kivu jusqu'au sud Kivu, porté par la bravoure de nos FARDC, de nos Wazalendo et de nos alliés burundais qui, ensemble, écrivent une nouvelle page de l'histoire du Congo, libre et debout. Nous commençons par Lubaki. Nos forces patriotiques ont frappé fort. 90% du territoire est désormais sous le contrôle total de l'armée congolaise et les Wazalendo. Là où l'ennemi s'aimait la peur et la mort, flottent à nouveau les couleurs du drapeau national. Sur la frontière entre Rutshuru et Walikale, les commandos de CMC ont repris un village stratégique et cette avancée prouve que chaque mètre de terre congolaise compte, que rien n'est abandonné et que la résistance s'étend, s'organise et s'impose. Du côté de Walungu, les M23 ont été stoppés net. 4 villages ont été récupérés après des combats acharnés. Là-bas, les populations revivent, les familles reprennent espoir et les ennemis reculent face à la détermination des fils du pays. Mais le coup de tonnerre final de la semaine, c'est la libération de Chivonga, une victoire symbole de la résistance du Sud Kivu. Les sites hautement stratégiques, situés au cœur du parquet national de Kahuzi-Biega, abritant le bureau de l'ICCN à proximité de Kavumu et non loin de Bukavu, étaient l'un des bastions où s'est concentraient les forces ennemies appuyées par l'armée rwandaise. Nos héros les ont frappés comme des mouches avec une précision et une détermination exemplaires. Les prix furent lourds, les sangs de nos martyrs et de nos héros vivants. Combien d'entre nous en parlent? Combien savent que nos héros dorment à même les sols, le ventre vide, mais la tête haute pour que nous puissions dormir en paix? Nous sommes trop promptes à paniquer à la moindre rumeur de perte et trop silencieux lorsque nos enfants, nos frères, nos pères gagnent des batailles héroïques. Il est temps de changer cette mentalité. Il est temps de célébrer nos victoires, de féliciter nos combattants, de soutenir nos FARDC Wazalendo dans leur mission sacrée, libérer chaque centimètre du sol congolais. Pendant ces temps, chers compatriotes, la presse quinoise de ce mercredi s'intéresse à la signature à Doha sous la facilitation du Qatar du mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu entre le gouvernement congolais et l'AFC. Le phare qui ouvre le bal signale qu'après la déclaration de principe conclue le 19 juillet dernier, les délégués du gouvernement et les représentants de l'AFC M23 ont signé ce mardi à Doha le mécanisme de surveillance et de vérification du cessez-le-feu sous la facilitation du Qatar. Selon ce quotidien, les 10 mécanismes composés notamment des représentants du gouvernement de la RDC, de l'AFC M23, d'observateurs du Qatar et des États-Unis, ainsi que de l'Union africaine, de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et de la MONUSCO. Ce journal rappelle que cette signature intervient un mois après la mise en place du mécanisme d'échange et de libération des prisonniers. Info 27 estime que la signature de ce document constitue une avancée majeure dans un processus entamé avec la déclaration de principe à Doha, c'était le 19 juillet dernier. Ce quotidien souligne que ce dispositif implique non seulement le parti au conflit, mais assure également la transparence et la crédibilité. Pour ces tabloïds, la signature de ces documents marque la volonté affirmée de Kinshasa de protéger ses populations, de mettre un terme aux hostilités et de préparer les conditions d'un accord de paix global et durable. Loin d'être un simple geste diplomatique, précise Info 27, cette avancée concrétise l'engagement de la RDC dans un dialogue soutenu par la communauté internationale. Par contre, la référence plus révèle que Sumbu Sitamambu, au représentant du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé ces mécanismes de surveillance au nom du gouvernement congolais, tandis que René Abandi, principal négociateur du 1-23, l'a fait pour le compte du mouvement rebelle auquel il appartient. Ce quotidien note que l'objectif de cet accord est de garantir une application transparente et durable du cessez-le-feu décrété lors de précédentes négociations, tout en renforçant bien sûr la confiance mutuelle entre le parti et la stabilité régionale dans l'est de la RDC. Selon les termes de cet accord, précise la tempête des tropiques, ce mécanisme de vérification aura pour mission de surveiller, contrôler et rapporter les violations éventuelles du cessez-le-feu. Cet hebdomadaire indique que l'objectif est de prévenir toute reprise des hostilités et de favoriser un climat de confiance entre les deux parties. À l'occasion de la réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies consacrée à la situation de la région des Grands Lacs, rappelle le quotidien, l'ambassadeur Zeno Mukungu, représentant permanent de la RDC auprès des Nations Unies, a livré une déclaration ferme et sans équivoque sur la dégradation continue de la situation sécuritaire dans l'est du pays. Entre-temps,
temps, rapporte Congo Nouveau, l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, réuni du 14 au 15 octobre à Nairobi, capitale du Kenya, des figures de l'opposition congolaise pour des échanges sur la situation politique et sécuritaire qui traverse la RDC sous le règne de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Diplomatiquement réduit cet hebdomadaire, ces rassemblements risquent d'avoir des conséquences sur les relations entre le Kenya et la RDC, étant donné que son initiateur, Joseph Kabila Kabange, est considéré par Kinshasa comme le cerveau de la rébellion. L'Alliance Fleuve Congo, mouvement du 23 mars, AFC M23, est un mouvement indépendant et qui a la gestion de l'espace qu'il a libéré. Nous avons notre propre armée et nous avons fait, il y a 2 cérémonies qui viennent de se passer ici, et il y a récemment la fin de formation militaire de plus de 7000 commandos et plus de 9350 commandos. Nous avons notre armée, nous avons notre police, nous avons notre appareil de sécurité et nous avons nos gouverneurs, chefs de quartier. Donc nous ne sommes pas dépendants de qui que ce soit. C'est par contre M. Tshisekedi Tshilombo qui veut inféoder la nation congolaise à sa pensée unique. Pendant ces temps, dans la province sœur de l'Ituri, encore la milice coopérative pour le développement du Congo Codeco a fait sa loi. C'est mardi 14 octobre 2025 dans 5 localités de la chefferie de Bahema Nord en territoire de Djougou qui est situé au nord de Bunia. Il s'agit d'une attaque qui a ciblé simultanément le village d'Obé, Tchoussa, Tchédji, Lodja et Otché. Déjà sur place, plusieurs habitations rendues en cendres et un déplacé tué dans les sites de Ro, pourtant mondialement connu comme un endroit humanitaire. Ces miliciens, selon la société civile, ont opéré en toute quiétude malgré la présence de plusieurs autorités coutumières, voire de la communauté internationale. Charité Banza Bavi, président de cette structure citoyenne, appelle à une traque sans précédent de ces miliciens Codeco et surtout l'arrestation de leurs leaders qui donnent les ordres avant leur opération contre malheureusement la population. À Bahema Badjéré, 2 meurtres signalés. Toujours en territoire de Djougou, 2 cas de perte en vie humaine ont été enregistrés dans la localité de Bahema Badjéré à l'espace de moins de 24 heures. Le premier cas est celui survenu le 13 octobre près du site des déplacés de Plaine Savo où un homme a été tué par des hommes armés identifiés comme ceux de la Codeco qui lui auraient tendu une embuscade pendant qu'il se rendait au camp Les Longs de la RN27. Même fait aussi le mardi 14 octobre pour un autre déplacé de Plaine Savo qui partait également au champ dans les groupements Mbou-Djona. En cours de route, lui aussi a été tué par arme à feu après être tiré à bout portant. La société civile de la chefferie de Bahema Badjéré qui s'en inquiète parle d'une situation maîtrisée par UPDF qui s'est échangé des tirs contre la Codeco qui gardait encore les corps que les civils voulaient aller récupérer. Désiré Malodra regrette cette manière de gérer les territoires du Djougou avec trop d'hésitation. Toujours dans cette province, une bande de présumés trafiquants d'armes a été présentée le mardi 14 octobre au gouverneur de la province de l'Ituri par la police nationale congolaise. Au total, 5 personnes, dont un major des FARDC, ont été arrêtées à Kisangani après avoir maintes fois opéré sur le sol iturien où ils étaient déjà visés par les services spécialisés. Sur instruction du gouverneur Luboya, une équipe de services de sécurité a été dépêchée à la Tchopo pour le rechercher et heureusement, ils ont été appréhendés. D'après le général-major Segelwa Kyo, numéro 1 de la police en Ituri, ces personnes collaboraient avec la milice CRP que l'armée attribue à Thomas Lubanga. Cette première bande a été maîtrisée par les éléments de la police nationale congolaise à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Elle ravitaillait en armes et munitions VRAG la milice CRP de Thomas Lubanga, allié d'M23. Monsieur Kabaseke nous dira l'appui en armes et des munitions que le CRP et Zaïre bénéficient, c'est l'œuvre de Mugeni. Et en allant à Kisangani, en interpellant Mugeni, chez lui à la maison, on trouvera ces maillons de PKM. Donc cette entreprise est bien installée à Kisangani et détruit la sécurité de l'Ituri. La seconde, maîtrisée par les forces armées de la République démocratique du Congo, s'était rendue avec armes et munitions de guerre suite à une pression militaire en territoire d'Ndjougou. Occasion pour le lieutenant-général Luboya Nkashama Johnny de mettre en garde le sanguinaire Thomas Lubanga et ses alliés. Les auteurs intellectuels Thomas Lubanga, on va vous poursuivre jusqu'à votre dernier retranchement.
vous et vos amis. Nous allons vous faire arrêter, même avec vos complices, où qu'ils soient. Ici à Bunia, à Kinshasa, nous allons les faire arrêter. Et je le répète ici, nous allons les faire arrêter. On les connaît tous. Un message a été également lancé par les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri à la jeunesse iturienne. Vous êtes en train d'exposer la jeunesse pour rien. Voilà ces jeunes garçons. Si nous les avions trouvés sur le théâtre des opérations, nous allions tous les neutraliser, sans pitié. Mais ils ont la chance parce qu'aujourd'hui, ils sont devant nous parce qu'ils sont aussi courageux. Non seulement ils se sont rendus, mais aussi ils ont amené les armes qui leur ont été dotées par ces criminels. Revenez vers nous pour qu'on vous rentre à la maison. Votre place, c'est pas en brousse. La brousse là, la forêt là, c'est pour les animaux. Revenez. Ça, c'est un échantillon que nous avons ici. Beaucoup se sont rendus. Chaque jour, nous avons des rendus. Parmi les armes récupérées figuraient celles qui sont artisanales, des munitions et maillots 9 PKM. Pour l'instant, l'armée mène des opérations de ratissage au littoral du lac Albert et dans la partie nord de l'Ituri, en territoire d'Njougou. Dans la même lancée, à la même circonstance, 7 éléments CRP se sont rendus auprès des forces armées de la RDC sur le littoral du lac Albert, ont été aussi présentés au gouverneur Luboya par les secteurs opérationnels Ituri. Majoritairement mineurs, ces ex-combattants de la CRP se sont rendus après avoir subi une frappe militaire lors de la récente tentative d'attaque de Kasseni la semaine dernière. Félicitant les hommes sous son commandement, le lieutenant-général Luboyan Kashamadjouni pense que ces signes est un pas vers la pacification de la province de l'Ituri. Terminons par cette édition où, dans la province de la Tchopo, le peuple dit non au détournement, oui à la justice. Compatriotes, une onde de choc secoue la province de la Tchopo. Alors que le peuple congolais lutte chaque jour pour sa dignité, une nouvelle affaire de détournement des fonds publics éclate au sommet même de l'Assemblée provinciale. Le président de cette institution, Mathéus Kanga, est désormais dans la tourmente. 16 députés sur 29 viennent de signer une pétition exigeant sa destitution immédiate. Selon ces élus, une somme colossale de plus de 200 000 $ américains versés par le FRIVAO, Fonds de réhabilitation des infrastructures de la ville et des axes oubliés, auraient mystérieusement disparu. Au lieu d'être investis dans les routes, les écoles, les hôpitaux ou l'eau potable pour nos frères et sœurs de la Tchopo, cette somme aurait, selon les accusations, été versée sur un compte personnel. Compatriotes, comment rester silencieux devant de tels actes alors que nos soldats versent leur sang à l'Est pour défendre la nation? Certains responsables censés servir le peuple se remplissent les poches, trahissant la confiance sacrée que leur a accordée le Congo. C'est une insulte à la misère du peuple, une trahison envers la République. Mais cette fois, le silence ne passera pas. Les députés qui ont signé cette pétition posaient un acte de courage patriotique. Ils ont osé dire non à la corruption, non à l'impunité, non à ceux qui pensent que le pouvoir est une caisse personnelle. Ils ont choisi les camps du peuple et pour cela, ils méritent notre soutien. La Tchopo, riche de son fleuve majestueux, de ses terres fertiles et des hommes courageux, ne peut plus être le terrain de jeu d'ailleurs de prédateurs politiques. Les temps de l'impunité est révolu. Le peuple congolais éveillé et debout exige de compte la vérité et la justice. Que la lumière soit faite sur cette affaire. Que chaque front du peuple congolais soit retrouvé et que ceux qui ont trahi la confiance nationale répondent devant la loi sans faveur ni protection politique. Parce que le Congo, nouveau d'ailleurs, que nous bâtissons, ne se construira pas sur la corruption, mais sur la vérité, la justice et la dignité. Contre la pétition. Pour la pétition. Contre la pétition. Contre la pétition. Pour la pétition. Contre la pétition. Augustin Matata Ponyo, vous venez d'assister à la première journée du conclave de l'opposition. Vous êtes parmi les têtes couronnées quand même de cette opposition dans le pays. Pourquoi avoir accepté cet appel et pourquoi avoir répondu présent à ces conclaves? Bon, c'est une évidence. Aujourd'hui, tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition se réunisse.
tout le peuple congolais demande à ce que l'opposition s'exprime. Tout le peuple congolais demande à ce que ces revendications soient exprimées au travers une voix qui est celle du peuple. Et la voix du peuple, c'est la voix de l'opposition. Et donc, je ne peux que répondre positivement à l'appel de l'opposition pour former une force. Et je pense que vous l'avez suivi, et tout le monde est d'avis aujourd'hui que la voix de l'opposition, c'est celle qui va s'exprimer au terme de ces travaux. Non, mais vous êtes là, vous. Il y en a quand même quelques-uns de vos compatriotes de l'opposition qui ne sont pas là. Je pense à Moïse Katumbi, je pense à Fayoulou, je pense à Kabound et aux autres. Est-ce que c'est pas déjà un mort n'ayant pas réussi à avoir une sorte d'unanimité d'adhésion de tout le monde par rapport à ces... Je ne pense pas. Je crois que même en pleine démocratie, il n'y a pas unanimité. L'unanimité n'existe pas. La démocratie, c'est la loi du grand nombre. Et le grand nombre est ici. Et donc, le peuple se retrouve au travers le grand nombre. C'est ça le principe de la démocratie. Ce n'est pas l'unanimité, c'est plutôt le grand nombre. Et je crois, Perrault, vous êtes un grand journaliste, vous êtes un professionnel, vous êtes à mesure de dire que le grand nombre se trouve ici. Augustin Matata, peut-être l'avant-dernière question. Vraiment, c'est pas tous les jours qu'on vous a comme ça. Vous vous réunissez ici. Déjà, à l'extérieur, on vous présente comme des opposants à la solde du Rwanda, qui ne condamnent pas l'agression du Rwanda et qui ne condamnent pas la rébellion de Corneille Nangaa. Quelle est votre position par rapport à ça? Écoutez, quand nous, on a critiqué l'agression, mais est-ce que certaines personnes qui sont au pouvoir aujourd'hui ne l'ont jamais fait? Mais ils sont aujourd'hui au pouvoir. Mais je pense, Perrault, le problème le plus profond n'est pas celui de critiquer l'opposition ou de ne pas critiquer l'opposition. Le problème le plus important, c'est d'abord, est-ce qu'on travaille pour le peuple congolais? Est-ce que les salaires sont payés? Est-ce que le transport est organisé? Aujourd'hui, on nous parle du taux de change. Mais est-ce que le taux de change est en faveur du peuple ou contre le peuple? Voilà les choses les plus importantes de la vie. Parce que les gens meurent aussi de la faim. Les gens meurent de la malaria. Mais je pense que le plus important aujourd'hui, c'est l'unité du peuple congolais pour voir comment résoudre le problème congolais. Ça sera la dernière question. Vous êtes un ressuscité. On vous a condamné à 10 ans. Ça sera la première fois que vous vous adressez devant les médias. Votre secrétaire général, Franck Chamala, disait que vous étiez importé disparu. Je vous retrouve ici à Nairobi. Où vous passez votre exil et qu'est-ce que vous allez dire? Première réaction quand même par rapport à... Vous êtes quand même un condamné à 10 ans. Vous êtes un évadé, si on peut le dire comme ça. Vous avez fui votre justice, la justice de votre pays. Perrault, vous êtes un professionnel, même si vous n'êtes pas juriste. Vous savez que la constitution congolaise réglemente la façon dont une personne doit être jugée, condamnée, arrêtée. Nul ne peut être jugé que conformément à la loi et selon les normes écrites par la loi. Mais j'ai été jugé en dehors de la loi. La Constitution a été violée plus de 50 fois. Que dit la Constitution? Ce qui n'est pas conforme à la Constitution est nul et de nul fait. Donc je n'ai pas été condamné. Je n'ai pas été condamné parce que la Constitution dit que si quelqu'un est condamné en dehors de la loi, c'est nul et de nul avenir. Donc je n'ai pas été condamné. Ah, vous récusez les 10 ans de condamnation là? Mais la Constitution récuse cette condamnation. Donc je n'ai pas été condamné. Je suis content d'être en face d'un ressuscité. Merci beaucoup. De vous retrouver. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. Je regardais lorsque l'agression est devenue très forte au Congo, lorsqu'ils ont pris Goma, regardez la psychose qu'ils avaient créée. Tout problème dans ta vie ne vient pas pour rien. Ça nous a aidé de comprendre notre pays et notre classe politique. On a vu des gens qui sont en position d'autorité. Lorsque le pays est agressé, c'est eux qui doivent parler en premier. Parce que dans un pays, il n'y a pas qu'un chef de l'État. Nous avons le Sénat, nous avons le Parlement, nous avons des gouvernements, nous avons des généraux, nous avons des autorités. La plupart, silence radio. Un silence de positionnement. Ils se disent, je ne veux pas parler parce que si ça tombe, les autres pourront quand même me comprendre que je ne les avais pas combattus. Donc c'est un combat qui nous a aidé à comprendre qui aime la République et qui n'aime pas. Le plus grand défi que nous avons au Congo, ce n'est même pas de chasser ces Rwandais-là. C'est notre classe politique est pourrie. La classe politique est pourrie. Au lieu de se battre pour l'intégrer
l'intégrité de leur pays, eux, ils veulent avoir ce qu'ils n'ont pas obtenu par les élections. Wow, incroyable, mais vrai. Est-ce que vous pensez qu'en Russie, il n'y a pas d'opposition? En Ukraine, est-ce qu'il n'y a pas d'opposition? Même si tu es opposant, vous devez vous battre après. Chassez d'abord l'ennemi. Maintenant, si ton pays est occupé, tu occuperas quel poste? Tu occuperas quel poste? Lorsque nous nous battons, on n'est pas esclave de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi passera, mais ce Congo est à nous. Même si aujourd'hui, on ne jouit pas encore des richesses du Congo, nous savons que Dieu, dans sa grâce, nous donnera des jours meilleurs. Même nos enfants, nos petits-enfants se réjouiront dans ce pays. Alors nous devons nous battre pour conserver notre pays. Ah, il y a des combats dans ta vie qui te montrent qui est avec toi et qui n'est pas avec toi. Moi, ça m'a aidé à comprendre que nous avons une classe politique pourrie. Ils font honte. Et ce qui est dommage, maintenant qu'il y a accalmie, personne ne démissionne. Non, non, personne ne démissionne. Écoutez-moi très bien. Il ne faudrait pas qu'on se laisse faire. Le Congo n'appartient pas aux politiciens. C'est notre pays. Parce qu'il y a un groupe de gens, parce qu'ils s'appellent politiciens, ils pensent que le Congo les appartient. Non, le Congo n'appartient pas aux politiciens. Le Congo nous appartient à tous. C'est notre pays. Il y a des gens que nous ne voudrions plus voir dans la position d'autorité. On ne veut plus. Ils ont trahi. Nous sommes attaqués, toi tu ne dis rien. Et puis c'est maintenant que tu viens, non, je parle au nom de la République. Quelle République? Ouais, moi je dis remaniement ou pas remaniement, ils vont chercher encore à nommer celui-là et l'autre et ainsi de suite, tout ça. Pour moi, je me dis, il faut que le peuple soit conscient. Il faut que le peuple comprenne que c'est leur pays. C'est votre pays, c'est notre pays. Nous ne pouvons pas laisser un groupe d'individus qui se disent politiciens, opposants ou ceci, tout ça, prendre tout le peuple en otage et ils volent l'argent de l'État, ils font n'importe quoi. Non, 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 non. On a besoin que nous ayons des gens qui sont consciencieux, qui sont prêts à mourir même pour la patrie. Alléluia. Aujourd'hui, le 14 octobre, on veut raconter une autre histoire. On veut raconter une histoire ici à Washington où on écrit les pages de la paix, mais aussi où on veut écrire les pages du développement, les pages du renforcement de la relation États-Unis-RDC. Alors, j'étais jeune à l'époque en 1974, sûrement que certains d'entre nous ne l'étaient pas, mais je pense que beaucoup se souviennent du combat du siècle, Rumble in the Jungle. À l'époque, en 1974, la République démocratique du Congo s'était dotée de moyens technologiques, notamment au niveau de la communication, c'est mon domaine, pour être sûr que les télévisions américaines reprennent les signaux de ces combats qui a consacré l'un des plus grands événements sportifs au monde. Et je me souviens encore, en lisant en 69, j'étais pas encore né, il y avait la visite de ceux qui ont visité l'espace, ceux qui ont marché sur la Lune, Neil Armstrong. C'est de dire que la République démocratique du Congo, dans sa relation avec l'Amérique, ce n'est pas simplement une relation des mines. Tout à l'heure, M. Joe Doumbia parlait des Chinkolombwe, qui avait fourni l'uranium pour le Little Boy, pour ceux qui se souviennent du projet Manhattan. Peut-être que les gens ne se souviennent pas spécifiquement de cet ingénieur belge qui est devenu le premier citoyen non américain, il s'appelle Edgar Singer, a bénéficié de la plus haute médaille des distinctions du gouvernement américain simplement parce qu'il avait fourni l'uranium quand on en avait le plus besoin. Je pense que vous avez regardé le film Manhattan. Et donc dans la conversation que nous aurons aujourd'hui, on veut vous parler de ces pays particuliers qui fait presque le quart ou un peu plus du quart des États-Unis d'Amérique avec 100 millions d'habitants où il y a beaucoup de défis. Mais lorsque Julien Paluku parle de ceux qui veulent faire des affaires, les défis, c'est donc des opportunités. Généralement, quand on parle justement de la République démocratique du Congo, dans la perception, parce que lorsqu'on regarde les médias, lorsqu'on lit des rapports des ONG, on parle de guerre, on parle de maladies, on parle de challenge. Mais aujourd'hui, vous allez découvrir une République démocratique du Congo qui, à sa manière, consolide sa démocratie avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui s'assure que les jeunes et les femmes ont leur place dans les débats, mais aussi ont leur place pour contribuer au développement de ce pays. Et donc, j'ai les particuliers privilèges d'introduire celle qui nous dirige depuis plus d'une année. C'est une femme d'exception, Madame Judith Suminwa-Tuluka, qui est la première femme, première ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo. Je pense qu'elle mérite des applaudissements.
Et donc ceci, c'est pour simplement dire qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas seulement le narratif qui change, mais c'est aussi les actes qui montrent que nous avons pris le pari qui est le nôtre d'être le pays au cœur de l'Afrique, parce que l'Afrique, c'est la jeunesse du monde en termes de ressources humaines, en termes de ressources matérielles. Et donc en Afrique, 9 pays sont reliés à la République démocratique du Congo. Avoir vos investissements en RDC, c'est d'être sûr d'être connecté à la fois à l'Afrique centrale, à l'Afrique orientale, mais aussi à l'Afrique australe. Et donc, pour ceux qui veulent prendre rendez-vous et devenir plus puissants demain, parce que vous l'êtes déjà, mais vous le serez davantage si vous prenez l'avion et vous venez en République démocratique du Congo. La Première ministre, le Président de la République et nous tous, nous serons là pour vous accueillir avec sourire, avec la rumba, avec tout ce qui fera de vous fanatiques de la République démocratique du Congo, mais surtout ceux qui feront plus de profit parce qu'ils auront fait le choix de la destination du 21e siècle, le pays solution. Thank you so much for your attention. Merci. Pied au pied, des machines en pleine puissance, les ingénieurs de la société sous les palmiers de Atandele Pachibandei sont à pied des lèvres depuis les matins de ce lundi 17 octobre pour rendre en état les ponts à Bombi sur la route Bunya-Mungwalo. Des travaux financés par l'administration militaire de l'Ituri, dirigée par le lieutenant-général Luboya Kashamadjoni. L'ingénieur Joël Kalongo, maître d'œuvre de cet ouvrage, donne ici un aperçu sur les travaux. Nous faisons les travaux, quelques travaux de remplacement de platelage et puis renforcer pour permettre de rétablir la circulation en attendant la réhabilitation définitive. Nous pensons que d'ici 2 semaines, nous allons terminer avec les ponts et puis pour continuer avec les travaux de la maintenance. Ce pont très vital pour la région de Mungwalu car il permet l'échange commercial avec d'autres régions. Un offre de soulagement pour les usagers. Nous sommes contents pour le début de ces travaux. On souffrait beaucoup, surtout nous les motards. On ne pouvait pas passer, il n'y avait pas de support. Les ponts étaient délabrés. Impossible de passer. Nous disons merci pour l'armement de ces ponts. Nous disons merci au gouverneur. En tout cas, vraiment, merci Sana. Vraiment merci au gouverneur militaire pour avoir fait confiance à l'entreprise sous les palmiers. On peinait vraiment sur ces ponts. Avec notre gouverneur militaire, progressons vers l'avenir. Nous ne le dirons jamais assez. L'Ituri, dans sa splendeur, change d'image grâce au leadership transformationnel de lieutenant-général Luboya Kashamadjoni, dont les actions s'inscrivent dans la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, chers compatriotes, c'est par ici que s'achève notre première émission. Merci à vous d'avoir suivi ce café matinal. N'oubliez pas de vous abonner, s'il vous plaît, d'activer la petite cloche de notification, de partager l'émission pour que la grande famille de la Première TV puisse grandir. On se retrouve dans la 2e édition. À la présentation, votre humble servante, San Tiché Senga. Au revoir.